Nous allons commencer par nous intéresser aux droits de l'homme et à la santé. C'est le professeur Stéphanie Dagron qui nous entretiendra de ce sujet. Elle est particulièrement bien placée pour le faire, puisqu'elle a une triple formation française, britannique, allemande, et que, après avoir été professeure à Zurich, elle est maintenant professeure à Genève, et qu'elle a suivi ces problèmes avec un soin tout particulier, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan pratique. Et je lui donne donc immédiatement la parole. Madame le professeur, vous avez la parole. J'ai une présentation. Peut-être l'utiliser. Merci. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que le rôle essentiel d'un président, c'est de maintenir les orateurs dans la durée de leur communication. Le professeur Le Floch a tenu les 20 minutes qui lui avaient été assignées. Les suivants n'ont droit qu'à 15 minutes. Je leur demande d'essayer de tenir ce délai de manière à ce qu'il puisse y avoir des échanges à la suite des exposés. Et je vous rends la parole. Monsieur le Président, je vous remercie. Et je voulais pour commencer prendre un petit peu de mon temps de parole pour remercier les organisateurs et pour vous remercier d'avoir mis à l'honneur le sujet de la santé, qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Non seulement d'avoir mis à l'honneur la santé, mais d'avoir aussi décidé de placer les droits humains au départ de ce colloque. Et c'est à mon avis un choix très pertinent pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'actualité nous montre régulièrement que la santé et que la santé ou que le droit à la santé, l'approche des droits humains de la santé va orienter à la fois des stratégies internationales et des politiques nationales. Au niveau national, vous avez tous entendu les résultats du référendum irlandais sur le droit à l'avortement il y a quelques jours. Le droit à l'avortement médicalisé n'a jamais été reconnu expressément par des traités des droits de l'homme, mais le droit à la santé des femmes a été interprété comme incluant l'avortement médicalisé. Et puis le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a aussi, de manière continuelle, condamné la criminalisation de l'avortement et demandé la légalisation de l'avortement médicalisé. Au niveau international, ça fait peut-être moins de bruit que le référendum irlandais, mais vous avez eu la semaine dernière la clôture de l'Assemblée mondiale de la santé. Et l'Assemblée mondiale de la santé a décidé d'adopter ce 13e programme de travail qui débute par cette citation de l'actuel directeur général de l'OMS. La santé est un droit humain. C'est assez particulier, hein. On trouve peu de programmes qui commencent par cette affirmation-là. Et cette affirmation ou cette citation nous donne en plus 2 éléments supplémentaires. Il s'agit ici des 2 éléments centraux qui composent le droit à la santé. On a une référence aux déterminants économiques et sociaux de la santé. C'est la pauvreté qui va menacer la santé des populations. Et puis une référence au 2e élément constitutif qui est les soins médicaux. Et j'en viens ici à la seconde raison pour laquelle j'applaudis le choix des organisateurs d'avoir placé le droit à la santé en début de colloque. L'idée, en fait, est soulignée ici que les droits humains, et le droit à la santé en particulier, sont des éléments clés du cadre normatif qui entoure et guide la formation du droit international de la santé. Alors ce lien étroit entre droit à la santé et droit international de la santé a déjà été affirmé clairement dès 1946. Le premier texte qui reconnaît expressément le droit à la santé, ce n'est pas un texte des droits de l'homme, c'est la Constitution de l'OMS en 1946 qui précise que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. C'est un droit très large puisque la définition de la santé qui est précisée juste au-dessus est, comme l'a dit mon collègue, extrêmement large. Et donc, on en arrive à la conclusion que pour
finalement étudier la protection du droit à la santé, eh bien, il faut faire plusieurs choses. Il faut regarder ce qui se passe en droit international des droits de l'homme, mais il faut aussi regarder ce qui se passe dans le droit international de la santé. Parce que les organisations internationales et les organisations onusiennes ont une responsabilité fondamentale de promotion des droits humains. Et c'est cette double approche qui va guider les quelques informations que je compte encore vous donner dans le temps qui m'est imparti. Cette double approche nous permet de mieux mesurer l'importance de la garantie en droit international du droit à la santé, ainsi que son contenu concret. Et puis aussi, elle nous permet d'avoir une vue d'ensemble des faiblesses de la protection. Alors, la garantie internationale ressort d'abord du droit international des droits de l'homme. Vous voyez ici une liste des traités les plus importants du droit international des droits de l'homme. Le droit à la santé est expressément reconnu par tous ces textes. Et ces textes ont été concrétisés, notamment le comité pour les droits économiques, sociaux et culturels a interprété en 2000 le droit à la santé dans une observation générale. Alors cette observation générale nous donne plusieurs informations. La première information, c'est sur la définition. Il est important de retenir que le droit à la santé n'est pas un droit d'être en bonne santé. Et puis ensuite, vous avez des précisions sur les éléments constitutifs de ce droit à la santé. Je reviens à nouveau ici sur ces deux éléments constitutifs. Dans l'observation générale, on parle d'un droit global dont la réalisation nécessite l'accès à des soins de santé et puis la réalisation de déterminants sociaux qui sont autant d'autres droits humains, économiques, sociaux et culturels. Et puis les services qui sont mis en place, et notamment les services de santé, doivent respecter certaines conditions, ils doivent être disponibles, ils doivent être accessibles. L'accessibilité est importante. L'accessibilité, c'est la condition majeure. On parle ici d'accessibilité géographique, mais aussi d'accessibilité financière. Quand vous trouvez des cas dans la jurisprudence sur le droit à la santé, il est question d'accessibilité. Au niveau européen ou au niveau national, il est très souvent question d'accessibilité. Donc l'accessibilité, l'acceptabilité et puis la qualité. Enfin, les obligations des États sont précisées. La trilogie maintenant classique, les États doivent respecter, protéger et mettre en œuvre. J'ai reprécisé ici un élément qui est important et qui pose problème. C'est toujours la même chose dans le cadre des droits économiques, sociaux et culturels. C'est la possibilité pour les États de réaliser progressivement le droit à la santé. Et l'observation générale nous donne aussi des informations sur le minimum essentiel du droit à la santé qui devrait être mis en place tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, quand on passe maintenant au droit international de la santé, c'est de voir que ce qu'on trouve finalement dans cette observation générale a été aussi très largement inspiré par le travail de l'OMS. Comme je vous ai dit, la constitution de l'OMS reconnaît le droit à la santé et on retrouve une expression, une reconnaissance expresse du droit à la santé dans d'autres documents qui font plutôt partie de la soft law, à commencer par la déclaration d'Alma-Ata sur les soins primaires, sur les soins de santé primaires. Et c'est cette déclaration qui a inspiré la stratégie mondiale adoptée en 1981 et la charte d'Ottawa. J'insiste sur la déclaration d'Alma-Ata, parce que quand on regarde la déclaration d'Alma-Ata, on retrouve exactement le contenu qui a été développé ensuite dans l'observation générale numéro 14, avec les mêmes conditions. Donc c'est un texte fondamental. Je vous ai noté ici les autres textes existants et importants au sein de l'OMS. Vous voyez à gauche des textes qui ne mentionnent pratiquement pas le droit à la santé. Alors le règlement sanitaire international fait une toute petite mention des droits humains en passant. Et puis les deux codes, pour moi, c'est une reconnaissance partielle du droit à la santé. Le premier s'intéresse à un déterminant de la santé qui est la nutrition pour les enfants et puis leur mère. Et puis le deuxième reconnaît le droit à la santé des populations dont vont être issus le personnel de santé qui va migrer à l'étranger.
Donc c'est une reconnaissance partielle. La Convention 4 pour la lutte anti-tabac, adoptée en 2003, est très intéressante. Cette convention fait des références très claires au droit à la santé et elle est source d'inspiration pour le développement du droit à la santé et pour la protection du droit à la santé. On trouve énormément de décisions nationales où les juges s'appuient sur le droit international à la santé ou sur un droit reconnu au niveau national pour contredire finalement l'industrie du tabac qui conteste les législations nationales qui ont été adoptées pour restreindre la publicité, pour restreindre le marketing du tabac. Et puis, la Convention est aussi source d'inspiration pour les comités, pour les organes des droits de l'homme au niveau international. Vous trouvez des rapports du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui fait référence aux standards, qui sont les standards applicables dans le domaine du tabac, développés donc à partir de cette convention de l'OMS, pour analyser les activités des États pour remplir leurs obligations dans le domaine de la santé. Alors je voudrais passer rapidement aux faiblesses de cette protection. Je vous ai dit qu'il y a plein de choses quand même qui s'est passé depuis plusieurs décennies. Ceci dit, on trouve des faiblesses en droit international des droits de l'homme, forcément. Les faiblesses connues qui sont en lien avec le système de contrôle et l'absence de sanctions des États pour ce qui est des droits humains. Un élément particulier à mentionner, c'est depuis une dizaine d'années, dans certains États, vous avez l'utilisation du juge par des citoyens pour faire reconnaître leur droit à la santé, pour obtenir l'accès à des soins. Alors, cette utilisation par les citoyens a des aspects très positifs. Vous avez des arrêts, notamment en Afrique du Sud, qui ont permis la distribution de médicaments à la population dans son entier. Vous avez aussi des aspects négatifs où le recours au juge, dans ces cas-là, peut en fait menacer l'équilibre financier d'un système de santé. Donc ça peut être problématique et c'est utilisé pour critiquer la référence au droit à la santé, pour faire avancer les politiques de santé publique. Et puis pour finir, dans le domaine du droit international de la santé, il y a plusieurs éléments qui expliquent pourquoi l'OMS finalement n'a pas avancé autant qu'elle aurait pu ou dû sur les droits humains. Je vous ai parlé de la déclaration d'Alma-Ata en 1978 qui faisait la part belle au droit à la santé. La stratégie de l'OMS à cette époque-là a été court-circuitée par la stratégie des organisations internationales du développement et notamment du financement, donc Banque mondiale, FMI, qui ont imposé d'autres stratégies qui n'étaient pas favorables au droit à la santé. Donc on est passé de santé primaire à des soins de santé essentiels, des soins de santé d'urgence qui devaient être mis en œuvre par les États. Et puis vous avez aussi l'influence de certains pays, et là il faut parler des États-Unis, qui sont des grands bailleurs de fonds de l'OMS. Et cette influence, elle s'exerce depuis très longtemps. Il y a des pressions de la part des États-Unis les États-Unis, c'est un des seuls États au monde à ne pas avoir ratifié le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et a rejeté depuis longtemps la reconnaissance de droits sociaux. Il y a eu des larges conflits entre l'OMS et les États-Unis au moment de la négociation de ce code sur les laits de substitution, au moment du lancement de la politique du programme de l'OMS sur les médicaments essentiels. Et on constate rapidement que l'OMS devient prudente dans l'utilisation du langage des droits de l'homme et dans l'affirmation du droit à la santé. Et puis pour terminer, aujourd'hui, les stratégies de développement sont différentes. Les objectifs de développement durable font la part belle à nouveau aux droits économiques et sociaux pour lutter contre la pauvreté. Ceci dit, je pense que l'OMS a pris du retard pour ce qui est de la protection et de l'utilisation des droits humains dans le développement de ces activités. On le constate quand on compare finalement les domaines. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine des droits de l'homme et du VIH-Sida,
Pour l'instant, vous trouvez très peu d'informations sur les droits humains et la tuberculose, sur l'utilisation des droits humains pour faire progresser la santé mondiale, la santé mentale, etc., etc. Un dernier point aussi, l'OMS se concentre depuis quelque temps sur la couverture sanitaire universelle. Donc c'est un sujet central. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que promouvoir la couverture sanitaire universelle, j'ai absolument rien contre la couverture sanitaire universelle, mais ce n'est pas la même chose que promouvoir le droit à la santé. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Voilà, et je terminerai, je vous avais donné mon hypothèse de départ, qui est que la protection du droit à la santé va être dépendante du droit international de la santé et du droit international des droits humains. Et j'ajouterai ici que les avancées du droit international de la santé sont dépendantes d'une meilleure protection du droit à la santé et donc d'une amélioration aussi de ce côté-là des droits humains. Je vous remercie. Bien, Madame la professeure, je vous remercie vivement de cet exposé qui est resté dans les temps. Merci beaucoup. Et qui nous a beaucoup éclairé sur le concept de droit à la santé, la manière dont il a connu des évolutions favorables, mais aussi quelques difficultés.